L'objectif de cette présentation, c'est de vous faire un petit retour d'expérience, l'IRA sur l'utilisation d'OpenAPI, et notamment en vous expliquant les difficultés qu'on a pu rencontrer, de vous faire part aussi comment on a répondu à ces problématiques. Et du coup, je vais spoiler un peu, mais c'est en partie en créant un outil spécifique que l'on a nommé, je vous le donne en mille, OpenAPI DevTool. Du coup, comment sera structurée cette présentation? Alors, tout d'abord, peut-être pour les plus néophytes, j'ai prévu de faire un petit rappel de ce qu'est OpenAPI, avec une partie un peu classique, historique, en vous présentant les différentes étapes qui ont amené à l'émergence d'OpenAPI. Ensuite, j'aborderai rapidement une petite présentation de la spec en elle-même. Ensuite, j'expliquerai les différents outils qui existent autour d'OpenAPI. Vous verrez qu'une des forces d'OpenAPI, c'est justement tout cet écosystème qui gravite autour. Je vous ferai notre retour d'expérience avec les différents écueils qu'on a rencontrés. Et je conclurai du coup sur l'outil OpenAPI DevTool et pourquoi est-il né, en réponse à quoi. Voilà, j'espère que c'est clair. On continue. Ça rame un peu. Voilà, alors la partie historique. Alors ce que je vous propose déjà, c'est de faire un petit retour en arrière. On est dans les années 2010 et les entreprises, elles ont de plus en plus la volonté d'offrir à ses clients davantage de flexibilité à leurs solutions. Donc les besoins en API web s'accélèrent et on est dans les années 2010. L'usage du REST est déjà très largement répandu. On peut déjà considérer qu'il a un peu gagné la guerre face à son concurrent qui était SOAP, qui était jugé à l'époque plutôt dépassé et trop lourd. Donc du coup, même si le reste devient un peu l'approche à adopter, il n'en demeure pas moins qu'il y a un certain manque. Notamment, l'exemple criant, c'est l'absence totale de langage de description. Comme vous le savez probablement, comme l'est le WSDL au SOAP. Du coup, dans une certaine mesure, dans ces années-là, l'usage du REST qui était déjà, encore une fois, très bien en place, quelque part, c'est que ça reste encore un petit peu du bricolage. Donc il devenait finalement primordial de définir un langage descriptif qui va nous permettre de rationaliser l'usage du REST. Pardon. Donc finalement, l'enjeu, ça devient de définir un formalisme qui va nous permettre de décrire l'ensemble des caractéristiques d'une API web. Les caractéristiques d'une API web, c'est quoi? Finalement, c'est ni plus ni moins les ressources qui constituent. Quelles sont les ressources qui sont couvertes par notre API? Quelles sont les opérations que l'on peut faire sur ces ressources? Lecture, modification, suppression, etc. Quelles sont les données d'entrée, les données de sortie, les résultats, les retours, les cas d'erreur potentiels et différents exemples. Pardon. Hop, du coup, c'est de ce besoin que plusieurs solutions sont nées. Donc pour en citer quelques-unes, alors vous en souvenez probablement pas, mais il y avait plusieurs solutions comme Lookback, Blueprint, Ramel, Swagger, OpenAPI. Donc finalement, quand on est dans ces milieux dans les années 2010 et qu'on veut choisir et adopter un formalisme, on se pose la question. Il y a trop de propositions, laquelle choisir? C'est pas forcément évident de choisir. Donc vous allez voir en fait que à partir de 2015, tout bascule. Et que du coup la question ne se pose même plus. Hop. Donc on est en 2011, il y a un gars qui s'appelle Tony Tam, donc je ne sais pas si vous connaissez. Alors à l'époque c'était le CTO de Wordnik. Alors Wordnik, pour les plus vieux, c'était un dictionnaire en ligne. Bon, visiblement aujourd'hui ça n'existe plus, j'ai été voir, ça a l'air d'être un moteur de recherche maintenant. Bref, Tony Tam propose sa solution, son formalisme qui va nous permettre de décrire les API REST. Donc il sort Swagger 1. En 2014, il fait évoluer sa proposition et sort Swagger 2. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en 2015, tout bascule. Il y a une société qui s'appelle SmartBeer, finalement, qui va racheter cette spécification, Swagger, pardon, et elle va, dans la foulée, créer un groupe, une organisation, qu'elle va appeler OpenAPI Initiative, dont le but, ça va être justement de pouvoir de promouvoir cette spécification. Très rapidement, on va constater qu'il y a un vrai engouement,
et qu'un certain nombre de grands groupes vont rejoindre cette organisation, comme de grands noms, hein, je vais en citer quelques-uns, comme Google, IBM, Oracle. Aujourd'hui, en 2024, il y en a 36 membres qui ont rejoint cette OpenAPI initiative, toujours dans le but de promouvoir OpenAPI. Et très rapidement, en 2016, OpenAPI 3 sort. Donc là, vous voyez que Swagger est renommé en OpenAPI. On passe de Swagger 2 à OpenAPI 3. Et en 2021, OpenAPI 3.1 sort à son tour. Donc finalement, on voit que OpenAPI a un peu tué tous ses concurrents et que c'est maintenant la norme, très largement plébiscitée, notamment parce que c'est poussé par de grands noms de l'industrie informatique. Retenez aussi aujourd'hui que le terme Swagger, au sens spécification du terme, n'existe plus depuis 2000. Et qu'aujourd'hui, vous trouverez toujours des références sur Internet de Swagger, mais ce n'est plus du tout en termes de spécification, mais c'est parce qu'il y a des stacks outils qui sont promus par SmartBeer, qui ont pour but d'exploiter OpenAPI. Donc aujourd'hui, Swagger, c'est des stacks d'outils pour exploiter OpenAPI. Et ce n'est plus du tout une spécification. Je vais en reparler un peu plus loin, mais vous avez certainement déjà dû entendre parler d'outils comme Swagger Editor, Swagger UI, voire Swagger Hub pour la partie SaaS que je vous présenterai tout à l'heure. Donc maintenant qu'on a vu ensemble les différentes étapes qui ont abouti à l'émergence d'OpenAPI, on va répondre à la question, mais ok, concrètement, c'est quoi? Bon, je vous l'avais déjà dit, pas de surprise, OpenAPI, c'est une spécification. Donc, je vous ai donné un peu la définition officielle, là. Donc, je vous laisse un peu la parcourir, mais en résumé, c'est simplement un standard qui va nous permettre de décrire précisément une API REST et il faut qu'elle soit compréhensible à la fois pour l'homme et à la fois par les machines. Autrement dit, il faut qu'elle soit parsable. Donc c'est une API REST que l'on peut, une API REST, on peut donc la décrire simplement par un fichier plat, qu'il soit en JSON ou en YAML. Donc là, en l'occurrence, vous voyez un exemple de spécification OpenAPI. Là, dans l'exemple concret, elle n'est pas complète, mais c'est un début de spec qui indique comment obtenir une liste d'utilisateurs à partir de la spec OpenAPI 3.0.0. Vous voyez tout en haut la version spec adoptée. Bon, je vais y revenir juste après aussi. Donc, ok, maintenant on a dit c'est une spécification, soit, mais concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, pour assimiler là une spécification, il y a plusieurs solutions. Alors, vous pouvez vous taper la documentation officielle. Si vous l'imprimez, aujourd'hui, ça fait plus de 100 pages. J'ai regardé, ça fait 103 pages exactement. Donc, vous pouvez vous amuser à faire ça. Après, moi, j'aime bien, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent, mais moi, j'aime bien l'outil qui s'appelle OpenAPI Map. Alors, c'est un petit outil sur Internet qui permet justement de découvrir et de parcourir cette documentation en mode un peu user-friendly, où on va pouvoir découvrir l'arbre en cliquant et en ouvrant l'arbre hiérarchique d'OpenAPI avec la documentation associée à chaque nœud. Bon, voilà. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai pas mal appris en utilisant cet outil, donc je vous invite à aller le découvrir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous présenter chaque élément d'OpenAPI, parce que je pense qu'on en aurait pour quelques heures. Je vais juste vous présenter les principaux éléments, notamment les 8 objets racines qui composent cette spec. Donc il y a la première partie, le premier élément, c'est l'objet racine, c'est OpenAPI. Donc c'est un simple champ. Alors ça revient, je vais revenir en arrière. Alors je peux pas montrer avec la souris, mais vous voyez, c'est le OpenAPI 3.0.0. L'objectif de ce champ, ça va être d'indiquer, la version OpenAPI applicable dans l'aspect qu'on est en train de rédiger. Il y a une partie info. L'objectif de cette partie, ça va être de donner des informations donc sur notre API, notamment un nom, une description, potentiellement une licence en vigueur, des auteurs, exactement aussi. Il y a aussi une partie serveur. Donc l'objectif, c'est d'indiquer sur quel serveur notre API REST est déployé, pour pouvoir potentiellement jouer avec. Notre API REST, elle est déployée sur des serveurs d'inté, de validation, potentiellement de production, etc. Ensuite, il y a la partie pass, alors qui est probablement la plus importante. C'est dans cette partie qu'on va décrire l'ensemble de nos ressources et donc les URI associés avec les opérations qu'on va vouloir faire dessus, de lecture, écriture, etc. Donc je vais y revenir aussi après. La partie component, l'objectif, elle, de cette partie, ça va être de factoriser des éléments de notre modèle. Alors, je vais donner un exemple concret.
Imaginons qu'on a un pass qui va nous permettre de récupérer la liste de nos utilisateurs, pour en revenir à l'exemple précédent. Donc on a un pass qui va nous permettre de faire ça, et un autre pass qui va nous permettre de récupérer un utilisateur par rapport à un ID. Donc vous imaginez bien que finalement, dans ces deux cas de figure, on va manipuler un objet user. Donc là, pour éviter la redondance, pour éviter de définir deux fois notre objet, on va plutôt faire une référence de pass vers un élément global qu'on va avoir défini dans component. Notre modèle user sera défini dans component et sera référencé dans la partie pass. Voilà, donc l'objectif de cette partie, c'est plutôt pour la factorisation. Ensuite, la partie sécurité. Donc l'objectif de la partie sécurité, c'est pour pouvoir définir une couche de sécurité. Imaginons par exemple qu'on veut designer le fait que notre API REST soit accessible par une authentification basique ou avec un jeton JWT par exemple. Ça va être dans cette partie qu'on va le définir. Il y a également la partie tags. Donc la partie tags, comme son nom l'indique, ça va être de taguer des opérations. Revenons à notre exemple de tout à l'heure. Si on a l'opération pour récupérer la liste de nos utilisateurs et un autre endpoint pour récupérer un utilisateur en particulier, on va tous les deux taguer ces deux endpoints par user, ce qui fait que quand on va générer de la documentation, ces deux opérations seront rassemblées dans une sorte de chapitre user. Je vais vous montrer aussi après. Et le dernier point, c'est le external docs. Ça vous permet, si vous avez envie de faire des liens vers des références, vers des documentations dans votre SI interne, par exemple. Voilà, ni plus ni moins. Alors après, vous avez peut-être vu aussi, pour les plus observateurs, là, vous avez aussi dans le petit schéma qui est à droite, là. Donc il y a tous les points, les 8 là, mais il y a un petit dernier là qui s'appelle X-. Alors le X-, c'est l'aspect qui permet de ça. Elle permet, l'aspect OpenAPI, de rajouter des métadonnées spécifiques. Si vous avez envie d'enrichir votre spec avec des données qui sont potentiellement propres à votre SI, vous pouvez les spécifier avec un X-. Ça indique à OpenAPI que ça c'est custo, c'est un truc à vous, il va pas regarder. Voilà. Alors ça peut être utile notamment dans la génération de code si vous voulez générer du code spécifique par rapport à des métadonnées que vous aurez injectées. Voilà. Alors ça c'est applicable sur n'importe quoi, sur des objets ou sur des properties que vous pouvez mettre n'importe où dans la spec. Je vais vous aussi montrer, j'ai prévu dans la démo aussi comment ça peut se matérialiser. Voilà. Donc maintenant que vous savez ce que c'est qu'OpenAPI, donc concrètement, vous comprenez que ce n'est qu'un simple formalisme et qu'autrement dit, le fait d'utiliser OpenAPI, ça ne garantit absolument pas d'avoir une super API super propre. Et on peut très bien facilement définir une API totalement bancale, même si on utilise OpenAPI. Je disais, OpenAPI n'est en rien une garantie d'API qualitative. La seule force d'OpenAPI, ça se résume sur le fait que ça propose un langage commun et standard pour pouvoir designer l'ensemble de vos API REST. Et c'est aussi de pouvoir profiter d'un large écosystème d'outils. Et c'est ce que je vous propose de découvrir. Alors les outils autour d'OpenAPI, alors il y en a des tonnes. Il y a des outils de plein de natures différentes, de la génération de code serveur-client, de la génération de tests, de mock, de la génération de documents, des éditeurs un peu WYSIWYG pour pouvoir designer plus facilement nos specs OpenAPI, etc. Après, il peut y avoir aussi plusieurs outils pour répondre à un même besoin. Aujourd'hui, il y a une appli, un site qui s'appelle API Tools, qui en dénombre pas moins de 350 outils qui gravitent autour d'OpenAPI. C'est une vraie richesse. C'est vraiment ce que je disais en préambule. Cette richesse d'outils, c'est aussi ce qui a fait que OpenAPI a un petit peu écrasé tous les autres formalismes, toutes les autres propositions de formalisme. Mais cette richesse, c'est ce que je voulais aussi indiquer, c'est que c'est dans une certaine mesure aussi une faiblesse. Alors je sais pas si ça va peut-être faire écho à certains, mais c'est un peu comme des modules Node. Il y en a tellement que potentiellement on peut s'y perdre un peu, et que la qualité de ces outils potentiellement peuvent être très hétérogènes. On en vient très vite à se poser des questions de la qualité de tel ou tel outil. Est-ce qu'il supporte quelle version d'OpenAPI au sens large, Swagger 2, OpenAPI 3, OpenAPI 3.1 est supporté? Quelle est la réactivité potentiellement des contributeurs qui sont derrière? Donc voilà, au niveau des outils, il faut faire son choix, c'est pas toujours évident. Par contre, heureusement, il y a certains outils qui restent totalement inévitables, c'est ce que je disais tout à l'heure en préambule aussi, quand je vous ai parlé de la partie historique, c'est toute la suite de bureautique qui est proposée par SmartBeer, avec la suite Swagger.
Et donc il y a des outils qui sont effectivement primordiaux et vraiment indiscutables dès qu'on parle d'OpenAPI. Donc il y a des outils que je vous disais qui s'appellent Swagger UI, Swagger Editor, Swagger Hub, qui sont des outils SmartBeer, et il y en a d'autres. Donc je vous propose de revenir sur quelques outils, puisqu'on va faire, on va en avoir pour longtemps si elle était trop exhaustive, mais sur quelques-uns qui sont selon nous vraiment primordiaux. Alors là, il y a Swagger UI. Alors le premier, je ne sais pas si vous connaissez probablement tous. Alors par contre, là, il faudrait que je prenne la main. Attends, je vais faire carrément comme ça plutôt. Non, mais je vais faire comme ça en fait. C'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Non, c'est pas ça. Celui-là, je veux le tien. Ouais. Donc là, par exemple, Swagger UI, c'est ça. Pardon. Hop. Donc là, vous voyez qu'il y a une spec OpenAPI qui est en JSON, donc qui a pour objectif de définir une spec pour gérer un magasin d'animaux. Bref. Donc là, on voit qu'on utilise de l'OpenAPI 3.0. Bon voilà, il y a la partie info que je vous indiquais, external doc, etc. Et quand on donne à manger, entre guillemets, cette spec OpenAPI à Swagger, il nous restitue ça. Une petite IHM un peu sympa, une documentation un peu visuelle qui nous permet de plus facilement consulter cette doc, cette spécification OpenAPI. La particularité aussi de Swagger UI, c'est la possibilité de pouvoir jouer avec une spec. Donc là, je vais vous montrer. Imaginons que par exemple, là, on a ce endpoint-là, on est capable de pouvoir exécuter la requête et de dire, tiens, donne-moi la liste de tous les animaux qui sont disponibles. Donc là, en fait, il y a vraiment une exécution qui est faite et on appelle le serveur qui est derrière. Voilà, donc c'est la particularité de Swagger UI. Là. Hop. Donc après, bon, voilà, c'est plutôt un outil qui, encore une fois, qui est très largement plébiscité. Alors après, moi, s'il y avait des inconvénients à donner, bon, ça va être très subjectif. Moi, je trouve que l'IHM, elle est pas faux folle. Je vais vous montrer un autre, mon sens. Encore une fois, c'est très subjectif, mais il y a un autre outil que je vais parler juste après, qui me paraît un peu plus sympa en termes d'IHM. Toujours un autre outil SmartBeer, c'est le Swagger Editor. Donc son objectif, lui, c'est de vous permettre de concevoir des specs avec une visualisation en temps réel. Donc pareil, je vais vous montrer ça. Hop. Donc Swagger Editor, c'est ça. Alors encore une fois, ça s'appuie sur Swagger UI qui est à côté. Donc en fait, on va pouvoir éditer notre spec à gauche et constater la documentation associée en live à droite. Donc là, en l'occurrence, je vais vous montrer, je vais mettre, je sais pas, moi je vais mettre ça en gras. Et ben automatiquement, ça met à jour la doc à droite. Ouais, ça, c'est vraiment une aide pour pouvoir faire le design de vos API. Après, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a vraiment un validateur intégré. Si je lui mets un champ qui n'existe pas dans la spec OpenAPI, tout de suite, il va me le dire en disant, tiens, ta spec que tu es en train de faire, eh ben, elle valide pas la spec, donc c'est pas bon. Après, ce que je voulais aussi vous montrer tout à l'heure, c'est tout ce qui était x-. Si je préfixe ça par mon champ Toto, mais je vous dis que c'est un champ custo pour répondre à un besoin de notre SI interne. Si je fais un x-, il comprend que c'est plus du tout il essaye plus du tout de le valider auprès de la spec. Voilà. Hop. Autre outil. Ah non, pardon. Où je rebascule. Autre outil, c'est OpenAPI Generator. Alors il faut savoir encore une fois, quand je disais tout à l'heure que SmartBeer a proposé un large, de pas mal d'outils qui gravitent autour d'OpenAPI. Donc je vous ai montré Swagger UI, je vous ai montré Swagger Editor. Mais il faut savoir aussi qu'il y avait un autre outil qui s'appelait Swagger CodeGen, qui avait la particularité de pouvoir générer du code, client, serveur, Java, JavaScript, etc. Mais à partir d'une spec Swagger 2. Le problème, c'est que quand OpenAPI 3 est sorti, la communauté en fait s'impatientait parce que SmartBeer, ils ont du mal à réagir
et à rendre leur outil compatible. Du coup, la communauté, elle en a eu un petit peu ras-le-bol, et en fait, elle a forqué le générateur de SmartBeer, et elle a créé OpenAPI Generator, justement pour pouvoir obtenir un générateur qui soit compatible OpenAPI 3. Donc aujourd'hui, finalement, si on doit utiliser un générateur, aujourd'hui on utilise OpenAPI Generator, qui est vraiment aujourd'hui jugé comme le plus avancé et le plus mature par rapport à générateur SmartBeer, qui aujourd'hui, alors je sais même pas s'il vit encore, mais vraiment, il a vraiment écrasé, de par sa compatibilité OpenAPI, son concurrent. Alors je vais y revenir aussi sur OpenAPI Generator, parce que ça fait partie des difficultés qu'on a pu avoir. Et enfin, dernier outil, Ridoc. Alors Ridoc, vous allez voir, c'est un concurrent en gros de Swagger UI. Voilà, donc ça présente une spec que vous voyez avec pareil, hein, c'est exactement pareil que Swagger UI, hein, mais c'est voilà, c'est juste que c'est présenté un peu différemment, avec la partie des ressources à droite, les opérations que l'on peut faire, les données d'entrée, les données de sortie avec les exemples à droite, etc. Ou alors pareil, hein, c'est très subjectif. Hein. Enfin, moi je trouve que l'IHM est plus sympa. Il y a un inconvénient, c'est que contrairement à Swagger UI, il n'y a pas le côté try-it. On ne peut pas exécuter de requête. D'accord? Alors on peut avec une version qui s'appelle Ridoc Pro, qui est bien sûr payante, ou alors à partir d'une version SaaS que Ridoc a sortie qui s'appelle Ridocly. Hop, je vais vous remettre. Voilà. Bon, à une époque, nous on avait mis le Ridoc Pro et en fait on s'est fait taper sur les doigts parce qu'on n'avait pas payé. Hop, voilà. Donc maintenant que vous savez tout sur OpenAPI, je vais vous expliquer ce que nous on en a fait d'OpenAPI à Lyra. Bon, du coup, à Lyra, en fait, avec toutes les promesses d'OpenAPI et l'écosystème qui gravite autour, bah, tout de suite, on s'est dit, à minima, ça serait cool de pouvoir. Alors, déjà, générer de la doc. Bon, on s'est dit, bon, bah, générer de la documentation, c'est pas très compliqué, parce que visiblement, il y a déjà des outils qui font le boulot. Bon, il y a Swagger UI que je vous ai indiqué, il y a Ridoc. Bon, a priori, on s'est dit, bah, ce besoin-là, on va pas trop galérer pour le faire. Ensuite, on s'est dit, bah, tiens, on va peut-être générer du code, ça pourrait être pas mal. Alors, nous, à Lyra, on a plusieurs stacks. Serveur client, on va avoir du Java J2E, on va avoir du Spring Boot, client et serveur, on va avoir du TypeScript et du Node. Donc là, pareil, on s'est dit, bon, on va pas se poser trop de questions. OpenAPI Generator, a priori, sur le papier, il fait le taf. Et puis tant qu'on y est, ce serait peut-être pas mal qu'on ait accès à un portail développeur. Alors le portail développeur, alors c'est un peu plus compliqué parce que les portails développeurs, souvent, ils sont inclus et sont accessibles dans des produits payants, dans des API Gateway. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais il y a des outils comme Kong ou Gravity qui proposent beaucoup de choses et qui incluent un portail développeur. Mais trouver un portail développeur, entre guillemets, un petit peu standalone et qui soit gratuit, bon, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un notamment qui s'appelle Happy Curio Studio, je ne sais pas si vous connaissez, bon, qui fait le taf. Alors, il a juste un inconvénient, c'est que bon, en fait, toutes les API qu'il centralise, il faut qu'elles soient stockées dans sa database. Voilà. Donc je vais y revenir après. Mais on s'est dit que par rapport à ces besoins, déjà, bon, on peut peut-être y arriver. Donc maintenant qu'on a défini nos besoins fonctionnels, on s'est dit, bon, concrètement, allons-y, comment on va intégrer OpenAPI dans notre architecture microservice à Lyra. Donc là, on va faire suivre. Imaginons, on a une application bleue en Java, avec un back et un front donc en Java. Donc on a le back qui implémente une API REST et le front qui implémente le client associé. Donc c'est comme je disais tout à l'heure, notre objectif, c'est d'utiliser OpenAPI Generator pour générer le code. On ne veut pas restaper le code à chaque fois. Donc là, en l'occurrence, c'est tout bête, mais concrètement, la spec, notre fichier YAML, on le met où? Bon là, dans l'occurrence, on a une appli, on pourrait très bien se dire, bon, bah, on va le mettre dans le repo Git du serveur, puis bon, bah, tant pis, pour générer le code du front, bah, on ira le copier-coller. On se dit, bon, on a une appli, bon, c'est pas terrible, mais pourquoi pas? On voit déjà que bon, dès qu'il va y avoir un changement de notre spec qui est dans le repo Git du back, on sait très bien qu'il va falloir refaire un copier-coller côté front et régénérer le code associé. C'est quand même pas foufou, mais on se dit, bon, il y a une appli, pourquoi pas? Maintenant, continuons un peu. Imaginons une autre appli rouge, toujours en Java. Là, par contre, la partie front-end, on a aussi besoin qu'elle interroge et qu'elle implémente l'API REST bleu.
Alors là, effectivement, on arrive très vite au constat que bon, le copier-coller, c'était bien rigolo, mais ah pardon, oui, effectivement, chaque fois j'oublie, hop, bah, c'est mieux comme ça. Donc là, on constate qu'effectivement, le copier-coller, bon, ça a très vite ses limites là. On voit que si on devait faire une modif de la spec, il faudrait copier-coller la spec dans le code du front bleu, dans le code du front rouge. Bon, là, on est dans un écosystème, finalement, on s'est tout de suite dit, bah, ce qui pourrait être pas mal, c'est que notre spec, ça soit un livrable, finalement, versionné et indépendant, qu'on pourrait, et du coup, ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on puisse déclarer notre spec comme un artefact, comme une dépendance normale à nos applis. Donc l'idée, c'est effectivement de dire, bah, dans notre backend, on a une spec, et ben on va automatiquement, on la déclare comme dépendance, on va la télécharger, on va générer le code serveur. Côté front, pareil, on va déclarer notre dépendance, on va aller télécharger la spec et on va générer le client, et ainsi de suite. Donc on dit, ah, c'est cool, on va peut-être, ça pourrait être pas mal de faire ça. Après, on a un autre cas. On a une appli verte, et elle, par contre, elle est un peu, elle remet tout en question, c'est qu'on a un back qui est écrit en Node, on a un front en TypeScript, et ils ont la particularité tous les deux de vouloir implémenter le client bleu. Ok. Et alors là, tout de suite, on voit tout de suite que bah c'est génial d'avoir une spec dans un repo MVN, dans un repo Java entre guillemets, mais c'est toujours finalement c'est plus suffisant. Ce qui serait bien, c'est qu'on puisse aussi avoir notre spec dans un repo NPM pour adresser à la fois l'écosystème Java et l'écosystème JavaScript. Et le dernier cas, maintenant qu'on a notre API REST, notre API REST bleu, bon, en fait, elle va répondre à l'ensemble de nos de notre SI avec des appels internes. On peut très bien imaginer qu'à partir du moment où c'est des appels internes, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une couche de sécurité. Par contre, on va vouloir dire, bah tiens, notre API REST bleu, bah nous, on veut offrir le fonctionnel à nos clients. Donc, on va ouvrir l'accès à nos clients. Par contre, on veut la sécuriser, cette appli. Donc, on va rajouter une couche de sécurité. Et donc la particularité, c'est bête parce qu'on a on a une seule spec, mais on a deux usages différents. On a une spec, vous vous souvenez, il y a une couche sécurité dans la spec OpenAPI. Donc ça veut dire que si on veut pouvoir adresser les appels internes sans sécurité et les appels externes avec sécurité, bah c'est bête, mais il faudrait presque faire un copier-coller de notre spec et de rajouter dans la partie cliente la couche sécurité. Ce serait bien qu'on ait un outil qui nous permette finalement d'instancier une même spec, mais dans des contextes différents. Ah oui, pardon, encore une fois, j'ai un décalage. Je vous laisse assimiler le beau schéma. Voilà, donc suite à cette mise en situation, bah, on a complété nos besoins. Donc je vous rappelle qu'on était parti dans l'idée, tiens, on va pouvoir générer de la doc, générer du code à la fois client et serveur, avoir accès à un portail développeur. Maintenant, par rapport à ce qu'on a montré tout à l'heure, ce qui serait bien, c'est aussi de pouvoir publier nos specs OpenAPI comme en tant que livrables MVN et NPM, afin de pouvoir adresser le monde Java et le monde JavaScript. Ce qui serait pas mal aussi, c'est de proposer un portail développeur qui puisse être construit à partir de specs livrés. Donc pour pouvoir offrir à nos collaborateurs finalement la possibilité d'accéder à l'ensemble de nos documentations, de nos API REST. Et là par contre, c'est ce que je voulais mettre, c'était depuis les specs livrés, à contrario d'API Curio. Comme je disais tout à l'heure, lui, la particularité, même s'il fait le taf, il a besoin, pour fonctionner, il faut que toutes les specs soient dans sa database interne. Or, on a dit que ce qui serait bien, c'est que nos specs soient dans des serveurs MVN ou NPM, dans des serveurs de repo, de dépôt. Ça serait bien qu'on puisse aussi être en mesure de pouvoir instancier une même spec pour différents usages. Donc, pour revenir à l'exemple de tout à l'heure, avec une interrogation, enfin des appels internes et externes, avec une couche sécurité supplémentaire, par exemple. Ça serait bien qu'on puisse valider les exemples aussi. Alors ça paraît tout bête, mais je vous ai montré tout à l'heure avec Swagger UI qu'on pouvait rajouter un champ, un faux champ, et en fait tout de suite l'outil nous a un peu craché dessus en disant c'est quoi ta spec, elle n'est pas cohérente. Il faut savoir que la plupart des outils, donc dont Swagger UI, bah, valident la spec, heureusement d'ailleurs. Par contre, ils ne valident absolument pas les exemples. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire qu'on a une API avec un champ, je sais pas moi, âge en number, et lui filer un exemple avec un âge et lui filer une chaîne de caractères. Il n'y a aucun outil qui va valider les exemples. Par contre, nous, on en a quand même besoin, nous, parce qu'à partir du moment en plus où on aimerait bien mettre à dispo
nos API avec une doc d'API à nos clients, ça serait bien qu'on puisse lui fournir des exemples qui soient quand même cohérents. On aimerait bien aussi pouvoir utiliser des références externes. Alors ça, je ne vous l'ai pas dit non plus, mais en fait, l'aspect OpenAPI, alors je ne sais pas s'il y en a qui vont voir de quoi je parle, mais il y a un $ref. Le $ref, c'est justement pour faire des références. Et ça permet justement effectivement de pouvoir spécifier notre spec OpenAPI à partir de plusieurs fichiers. C'est ni plus ni moins que des includes. Je vais dire, ah bah tiens, ma spec OpenAPI, elle est constituée de plusieurs fichiers. Et forcément, à partir du moment où on a un usage comme ça facilite grandement le travail collaboratif. Euh, le problème qui se passe, c'est qu'il y a encore une fois, il y a pas mal d'outils, dont Swagger UI, qui ne gèrent absolument pas les références externes. Mais bon, nous, on aimerait bien pouvoir utiliser Swagger UI, mais on aimerait bien pouvoir utiliser les références externes, parce que bon, comme vous, on est dans une entreprise, on aimerait bien pouvoir bénéficier du travail collaboratif et faciliter tout ça. Et à cause de ces problèmes d'ailleurs, j'en reviens, c'est vrai que c'est assez fréquent, je ne sais pas si vous avez vu, mais quand vous regardez des specs OpenAPI, dès qu'il y a une API REST qui est relativement complète, on arrive très vite à une spec OpenAPI qui fait plusieurs milliers de lignes. Et enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je vais vous dire, mais en fait, vous voyez qu'il y a un besoin, on arrive à trouver un outil. On a un autre besoin, on arrive à trouver un outil, et ainsi de suite. On voit qu'on a une dizaine de besoins, ça veut dire que si je tire le trait, bon, presque il va falloir qu'on manipule et qu'on gère une dizaine d'outils. On s'était dit que ça pourrait être pas mal, n'empêche, d'avoir un seul outil qui les rassemble tous et qui couvre tous nos besoins. Et finalement, la réponse à ces nouveaux besoins, je vous laisse deviner, c'est OpenAPI DevTool. Alors, OpenAPI DevTool, qu'est-ce que c'est? Alors, OpenAPI DevTool, c'est une CLI Node.js open source qui a été créée en 2021 par l'IRA. L'objectif de cet outil, c'est de proposer du coup un outil unique qui va nous permettre de couvrir l'ensemble de nos besoins. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est référencé dans le même site que je vous mentionnais tout à l'heure, OpenAPI Tools. Les fonctionnalités, alors c'est pas une liste exhaustive, mais OpenAPI DevTool permet il supporte Swagger 2, OpenAPI 3 et 3.1. Il permet de la restitution de documentation à partir de Swagger UI et de Redoc en temps réel, c'est-à-dire qu'en fait, un peu comme Swagger Editor que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez pouvoir modifier votre spec et automatiquement, ça va mettre à jour la documentation Swagger UI et Redoc en même temps. OpenAPI DevTool arrive aussi avec un portail développeur qui va nous permettre de centraliser l'ensemble de nos specs, je vais vous montrer tout à l'heure, l'ensemble de nos specs, l'ensemble de documentation de nos API REST à disposition pour nos collaborateurs. Ah, il y a un truc à sauter là. Je peux chanter une chanson. Bon, il y a un portail développeur. Ensuite, bon après moi de toute façon je suis resté sur le même écran. Alors vous vous doutez qu'OpenAPI DevTool va vous permettre donc du coup de consulter les documentations associées à nos API REST et aussi un portail développeur. Par contre, tous ces écrans-là sont customisables. C'est-à-dire que le portail développeur que je vais vous montrer tout à l'heure, OpenAPI DevTool permet de le customiser. Vous allez pouvoir ajouter le logo de votre entreprise, changer des thèmes, et c'est pareil pour Swagger UI et Redoc. On arrive avec un thème par défaut, mais vous pouvez tout changer et le spécifier pour vos besoins d'entreprise. Il y a la gestion des références externes. Du coup, comment ça marche? Parce qu'on a la possibilité avec OpenAPI DevTool de développer nos API REST, de développer nos specs en utilisant des références externes, tout en utilisant Swagger UI, alors que pourtant Swagger UI ne les gère pas. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'OpenAPI DevTool va automatiquement, pour nous de manière transparente, consolider une API REST, consolider l'OpenAPI avant de le donner et d'alimenter Swagger UI. Donc pareil, je vais vous montrer ça tout à l'heure. Là, les contextes d'utilisation, pareil, je vais vous montrer, qui nous permet finalement de spécifier, d'instancier une même spec pour plusieurs cas d'usage. La validation des specs et la validation des exemples.
Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même pas mal d'outils qui se moquent totalement des exemples, mais nous, on en a besoin. Et enfin, de pouvoir aussi publier l'ensemble de nos specs vers des serveurs de dépôt MVN et NPM afin de pouvoir adresser le monde Java, l'écosystème Java et l'écosystème JavaScript. Donc comme je vous disais, OpenAPI DevTools, c'est une clean node, donc ça s'installe de manière totalement classique, avec du NPM ou du Yarn. Donc l'outil s'appelle OpenAPI DevTools et la particularité, il est dans un package name qui s'appelle @lira-network. Une fois que vous avez installé, du coup, vous pouvez consulter les syntaxes, hein, il y a OpenAPI DevTools, help. Globalement, OpenAPI DevTools, je vais y revenir, mais ça s'articule autour de deux commandes, serve et publish. En réalité, il y en a trois, parce qu'il y en a une qui s'appelle merge aussi, mais qui est davantage destinée à faire du debug. Donc, je ne vais pas forcément l'aborder davantage. Mais... Donc les deux commandes serve et publish s'appuient sur un fichier de conf qui ressemble à ça. Un fichier de conf, bon, tout ce que je vous dis, hein, si vous allez sur le site officiel, il y a un README avec une documentation qui est relativement bien faite, normalement. Donc n'hésitez pas à regarder si vous voulez davantage de détails. Mais globalement, un fichier de configuration, c'est un fichier YAML ou JSON qui va indiquer la liste des spécifications que l'on souhaite exposer via la commande serve ou que l'on souhaite publier avec la commande publish. Donc là, en l'occurrence, si je regarde l'exemple, on a 8 specs. Une première, par exemple, qui s'appelle Payment Service, qui est hébergée sur le file system. On en a une autre, Form Service, qui, lui, elle, c'est un artefact qui va aller chercher directement sur le serveur de dépôt. Et ainsi de suite, on a Admin API, etc., etc. Donc on spécifie un certain nombre de specs comme ça. Une fois qu'on a spécifié et indiqué notre fichier de configuration, on va pouvoir lancer les différentes commandes. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir lancer OpenAPI DevTool, serve et notre fichier de config. Et dès qu'on fait ça, automatiquement, ça va directement exposer l'ensemble de nos specs, donc les 8, de manière à ce qu'elles soient accessibles avec Redoc et Swagger UI, avec un live reload à chaud. Donc on va pouvoir à la fois modifier directement nos specs OpenAPI et consulter les changements directement dans ces deux docs, Redoc et Swagger UI. Il y a aussi une notion d'extension statique. Imaginons le cas de figure assez classique, c'est que du coup vous allez mettre en place vous allez présenter des documentations de vos API REST. Et imaginons que vous avez envie aussi que vos collaborateurs puissent avoir accès à une certaine doc de migration. Vous allez pouvoir étendre via OpenAPI DevTools des points d'extension statique pour présenter telle ou telle documentation supplémentaire. Et bien entendu, il y a une validation des specs et des exemples. Autrement dit, dès que vous lancez la commande serve, s'il y a une des specs sur les 8 qui potentiellement ne valide pas la spec ou ne valide pas certains exemples, vous allez être tout de suite informé, elle sera rejetée. Un portail développeur est aussi exposé quand on fait un OpenAPI serve. Donc là, en l'occurrence, sur les 8 specs, le portail développeur il va ressembler à ça. Donc, alors après, alors là, c'est présenté sous forme de card. Vous voyez, il y a la petite icône hamburger en haut à droite là, qui permet d'afficher ça sous la forme d'une liste. Bon, voilà, l'idée, c'est de mettre à dispo l'ensemble des documentations de nos API à nos collaborateurs afin de leur faciliter les différentes implémentations. Voilà. Comme je vous disais aussi, c'est que tous les écrans sont customisables. Donc le portail via un moteur de template qui s'appelle EJS, je ne sais pas si vous connaissez, dans le monde un peu JavaScript, c'est un moteur de templating assez courant, qui va vous permettre du coup, encore une fois, de customiser à tous les écrans. Alors le portail développeur, si vous avez envie effectivement de rajouter votre logo d'entreprise, changer les thèmes, changer les couleurs, etc. Si vous avez aussi d'overrider le lecteur Redoc, si par exemple vous avez acheté la licence Redoc Pro, vous allez pouvoir l'overrider, mettre votre licence là-dedans. Vous allez aussi pouvoir overrider, je sais pas moi, les thèmes Swagger par exemple, vous pouvez tout changer. Il y a aussi le contexte d'utilisation, ce que je disais tout à l'heure, c'est pareil, ça s'appuie sur EJS. Donc là, je vous donne un exemple. Imaginons qu'on a deux specs, alors je les ai appelés specs, c'est pas très fonctionnel, mais on a une spec, on a deux specs qui sont matérialisés par un fichier spec.yaml, mais qu'on va instancier finalement deux fois. Une fois avec un contexte public et un autre dans un contexte privé. Du coup, en fait, on va avoir une même spec et en utilisant le moteur de templating EJS, on va pouvoir finalement, à partir d'un seul et même spec, d'un seul et même fichier OpenAPI, on va pouvoir instancier deux fois cette même spec pour un usage interne et pour un usage externe, notamment dans l'exemple ci-dessus là, pour pouvoir rajouter automatiquement la couche sécurité. Donc là, en l'occurrence, à partir du moment où on est dans un contexte public,
on va pouvoir rajouter automatiquement un basic hot. Voilà, et pour terminer, la commande publish, bah, pareil, hein, on part toujours des 8 specs. Bah, en fait, ce que ça va faire, c'est que vous allez pouvoir publier ces 8 specs. Donc si vous allez pouvoir publier ces 8 specs sur, un serveur de repo, MVN, que ce soit même ou même en local, si vous avez envie, des fois de mettre au point une spec et puis, tout de suite, générer, du code, Java sur votre projet qui est juste à côté. Vous pouvez aussi déployer ça dans le repo, local Maven, mais aussi sur un serveur NPM pour adresser encore une fois les deux mondes, JavaScript et Java. Et de la même manière que le serve, bah, avant de publier, bah, il y a une validation qui en est faite. On va valider la spec et on va valider l'ensemble des exemples qui sont spécifiés dans chacune de ces specs de version. Si, alors je ne l'ai pas dit, enfin je suis peut-être dit, je sais pas, mais dans chacune des specs, il y a des objets racines et il y a un objet info. C'est le premier. Et dans cet objet info, il y a une version. Donc on va simplement publier effectivement en versionnant, par rapport à ce champ version qui est spécifié, dans l'objet racine, info. Et voilà, et donc là, des exemples, je voulais faire une petite démo, donc là, je prends de la main. Voilà, je ne sais pas si vous voyez? Oui, vous voyez. Donc là, c'était pour vous montrer. Donc là, en l'occurrence, ça va être rapide, hein, je vous rassure. On a un fichier de conf, d'accord, qui spécifie, 2 fois, enfin on part d'un même fichier, OpenAPI qu'on va instancier 2 fois dans un contexte, privé et dans un contexte, public. On a l'aspect associé, donc avec la partie templating, c'est-à-dire qu'en fait, dès qu'on est dans un contexte public, on va changer le nom, on va rajouter tiret public, et surtout qu'il y a la partie sécurité. De la même manière que ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la capture d'écran, on va rajouter une couche sécurité avec des références externes. Donc là, vous voyez, ça pointe vers un fichier extérieur qui est à côté, pour faciliter notamment le travail collaboratif. Et une fois qu'on a défini ça, on va pouvoir lancer OpenAPI DevTool en mode serve. Alors qu'est-ce que ça fait ça? Comme je vous ai montré, hop, ça fait ça. Donc là, on arrive tout de suite. Alors imaginez que, là, c'est ce que je vous montrais tout à l'heure, là, quand on a le côté card ou ou côté liste. On a finalement notre, entre guillemets, notre portail développeur si on avait plein de specs. Donc là, c'est très facile parce que finalement, nos specs, elles sont adressées avec les fichiers que j'ai en local, mais encore une fois, par rapport à l'exemple tout à l'heure, on pourrait très bien aller chercher les specs qui sont déjà livrés sur le serveur Nexus, serveur NPM ou MVN ou NPM. Donc là, en l'occurrence, si je regardais le détail, vous verrez que là, si je regarde public, donc là, on va directement sur la doc, on voit qu'il y a une partie sécurité qu'il n'y a pas dans la partie interne. Donc ça, par défaut, en fait, on arrive en utilisant Redoc. On peut changer parce que, encore une fois, comme je vous disais tout à l'heure, il y a aussi Swagger qui est automatiquement instancié. Donc on peut aussi utiliser et visualiser les documentations, les mêmes, hein, à partir des mêmes specs, mais en utilisant Swagger UI à la place de Redoc. Alors comme je vous disais aussi, tout ça c'est modifiable à chaud. Si je change, alors c'est tout petit, je change un peu la description. Ah vous voyez rien du tout. J'ai rajouté Magic, et automatiquement c'est pris en compte. Et côté Redoc également. Voilà. Donc voilà, pour un usage un peu basique et classique. Maintenant, je voulais aussi vous montrer la dernière partie, c'est la partie publication. Donc là, on a notre Nexus à l'IRA, là, où vous voyez ici, c'est une spec OpenAPI. Donc là, il y en a qu'une qui s'appelle VAD Broker Registry. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais lancer le publish. Et automatiquement, il va publier nos specs dans notre serveur
Nexus, NPM, MVN. Ce qui fait qu'une fois qu'on a fait ça, ben, on a quasiment gagné parce que du coup, on va pouvoir générer notre code. Donc là, j'ai un exemple aussi là, où, j'ai un exemple Java, où en fait, vous allez voir qu'en fait, je vais pouvoir générer automatiquement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déclaré ici une dépendance supplémentaire, vous avez vu, qui est ma spec. Du coup, automatiquement, si j'essaye de builder le projet, le premier truc qu'il va essayer de faire, c'est qu'il va aller récupérer la spec sur le Nexus et il va générer le code associé. Et ça, du coup, on peut le faire à partir du moment où on publie sur des serveurs NPM ou MVN, on va pouvoir le faire sur tout ce qui est Java ou TypeScript ou backend Node, parce qu'on peut aussi définir des modules JavaScript, etc. Et voilà, presque, voilà. Du coup, voilà, notre code généré, il est là, notamment avec notre objet user. Voilà, hop, ah non, c'est pas ça, hop, ou je reswitch. Voilà, du coup, bah, le mot de la fin, bon, du coup, OpenAPI DevTool, à l'IRA, bah, ça nous a quand même permis, bah, d'industrialiser, l'ensemble de nos contrats de service, REST, utilisant l'OpenAPI. Hem, Par contre, du coup, il y a une certaine tension, notamment sur OpenAPI Generator. Aujourd'hui, OpenAPI Generator, c'est un outil, alors il faut le savoir, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais c'est pas un outil qui est parfait. Si vous allez voir sur le projet GitHub, vous allez voir qu'il y a plus de 4000 issues qui sont ouvertes. Alors ça paraît énorme, hein. Aussi, on s'est aussi rendu compte qu'il n'y a aucune garantie de rétrocompatibilité. Bon, il est très fréquent qu'on utilise une version 5, que ça marche très bien, puis dès qu'on passe à la 6, sans rien modifier à nos specs, il n'y a plus rien qui marche. En fait, il n'assure quasiment aucune rétrocompatibilité. Donc les montées de version sont toujours très très compliquées. Dès qu'on essaye aussi, alors ça nous est bien sûr déjà arrivé, dès qu'on essaye de faire de conceptualiser un peu de polymorphisme, bah là c'est pareil, c'est très très mal géré. Donc nous, ce qu'on avait envie de faire, c'était de générer du code Java avec de l'héritage. On y arrive, mais c'est pas évident. Alors, et puis on y arrive avec une version très précise d'OpenAPI. Il faut surtout pas monter même en version mineure. Voilà. Alors globalement, c'est vrai qu'OpenAPI Generator, bon, on s'est un peu cassé les dents. Même cela dit, même si c'est pas un produit qui est parfait, selon nous, on gagne quand même du temps. Ça reste un outil qui reste, à notre sens, pertinent, dans la mesure où en plus, bah, il n'y a pas d'autres générateurs qui soient aussi performants et qui soient aussi larges fonctionnellement. Voilà, c'est tout. Je sais pas si j'ai dépassé la timebox, mais